Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être là, un an après, un an encore après, c'est magnifique. Grande chance pour nous d'avoir cette discussion parce que le monde en général de l'assurance, groupe de protection sociale et mutuelle est un tout petit peu moins loquace sur le sujet de l'IA et ça nous semblait important d'avoir ces discussions, vous montrer un petit peu ce que l'on fait aujourd'hui, ce que cette industrie fait et comment elle le fait bien. Donc j'ai la chance unique d'avoir 3 représentants plus un hyperscaler que je connais bien sur cette table ronde. Et sans plus attendre, première question justement. La vague de l'IA générative, grosso modo, a débuté il y a à peu près 2 ans. Okay. Nofel, donc côté groupe BPCE et directeur général délégué Assurance Vie. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu plus de l'IA générative? Comment est-ce qu'elle a émergé? Comment est-ce que ton groupe et ton entité ont pu gérer cette vague? Oui, bonjour Guillaume, bonjour à toutes et tous. Alors je pense pour ceux qui ont participé à toutes les sessions depuis ce matin, vous allez réentendre un peu, et c'est quand même une bonne nouvelle, la façon dont on réagit, les assureurs, les banquiers, les banques assureurs face à l'arrivée de l'IA générative. Alors au niveau du groupe BPCE, pour décomposer les 2 moments, ça a été un peu comme tout le monde, un premier moment, je veux dire, de réflexion, plus de réaction, hein, face à l'arrivée de cette nouvelle technologie et des potentiels, et également, on va dire, de tout ce que ça amenait comme enthousiasme parfois un peu excessif. Bon, néanmoins, le groupe a réagi assez rapidement sur 2 volets. Un volet plutôt humain autour de l'acculturation. Et donc, c'est comment présenter ce sujet d'IA générative à nos collaborateurs, et donc avec la mise en place assez rapidement d'un LLM sécurisé. Donc, il a fallu quand même travailler assez rapidement pour arriver à l'été 2023 avec un LLM sécurisé, alors pas déployé sur tout le groupe, mais avec une logique de déploiement sur tout le groupe, et j'y reviendrai pour la partie assurance. Et puis aussi, assez rapidement, d'identifier des use cases d'IA générative, j'ai envie de dire, qui puissent être assez rapidement réalisables. Et bien d'un point de vue assurance, on a fait la même chose avec, on va dire, une dimension, enfin une spécialisation pour nous, enfin la capacité à customiser un peu la démarche au niveau humain. Assez rapidement, on s'est dit, bah, nous, il faut qu'on déploie le sujet de l'acculturation. Donc on a mis en place tout un plan de formation, enfin un plan de déploiement qui s'articule autour de la formation, la mise en place d'un référentiel de prompt qu'on a constitué très très tôt, et puis ensuite une logique aussi de déploiement sur toutes les directions, dont pouvoir identifier les spécificités autour du prompting et du prompting des différentes directions. Donc ça, c'était le volet humain. Et puis identifier rapidement des use cases. Il s'avère qu'on avait un knowledge bot qui s'appuyait sur des technologies classiques d'IA, et donc on a migré assez rapidement. Maintenant, il tourne en production, hein, ce use case, ce knowledge bot là, avec de l'IA générative. Donc on a pu assez rapidement mettre en place finalement cette réaction. Et puis ensuite, et on y reviendra un peu plus tard, ça a été de constituer une feuille de route à 4 ans autour de l'IA Gène, évidemment dans la dynamique qui a été créée par le groupe autour de cette nouvelle technologie et ce qu'elle tire, puisque finalement l'IA Gène a tiré tous les sujets de data et d'IA. Merci Raphaël. Anne Gradvol, donc directrice, je rappelle, directrice de l'innovation pour le groupe Vive. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est deux marques, enfin 7 marques, mais 2 marques assez iconiques que sont MGEN et Harmonie Mutuelle notamment, mais pas que. Même question, comment est-ce que ça a été vu, perçu, et où est-ce qu'on en est? Ça, on verra ça un peu plus tard, soit. Alors, le groupe Vif, c'est donc de l'assurance, du soin et du logement. Donc, beaucoup de richesse et en même temps une complexité pour aborder les sujets d'IA générative. Ayant la chance de travailler depuis longtemps dans l'innovation, j'ai par le passé exploré les enjeux du métaverse, du Web3, de la blockchain. Donc, voilà, ça faisait partie des missions de la DIRINO de comprendre comment marchait cette technologie et surtout d'explorer rapidement
de sortir de l'effet waouh et de comprendre les cas d'usage en se rapprochant des métiers, et on en a beaucoup. C'était tellement énorme et les enjeux étaient tellement énormes qu'on s'est rapidement dit qu'il fallait mettre en place une communauté. Donc c'est ce qu'on a fait avec mon collègue donc Aurélien Barthes, qui est Chief Data Officer de la MGEN. Donc c'est une communauté qui est copilotée par l'INO et par un spécialiste de la data, ce qui nous permet d'avoir vraiment cette vision métier avec la data au cœur de tous les sujets, de tous les enjeux, et d'explorer les cas d'usage donc au plus profond de nos 3 verticales métiers. Merci. Siam Aroussi, directrice innovation Massif Groupe AEMA, devrais-je dire. Même question, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça a été appréhendé? Oui, tout à fait. Alors, nous, c'est un sujet qui a été pris en charge assez rapidement, parce qu'il y a 1 an, on a posé déjà une première base de gouvernance, donc avec un groupe de travail, ce qu'on appelle le GTIA, un groupe de travail dédié à l'IA, avec une vingtaine de personnes, d'experts, alors d'horizons complètement différents, mais leur point commun, c'est l'expertise autour du sujet de l'IA. Et c'est un groupe de travail qu'on a revu en début d'année, donc on réitère bien entendu, et ça a été resserré depuis le début de l'année sur une gouvernance qui a été revue avec une task force d'une dizaine de collaborateurs, toujours des experts vraiment du sujet, et qui ont bâti autour d'eux au fait des cercles d'experts, à la fois un cercle d'un groupe de travail plus élargi, avec notamment des fonctions de contrôle, le juridique, le DPO, la conformité, les risques, etc., qui ont pour vocation vraiment de travailler, d'anticiper tous les sujets de risques qu'on a vu émerger avec cette nouvelle technologie. Et de l'autre côté, un cercle plus représentatif de métiers, où là, le rôle, c'est vraiment d'être des ambassadeurs, de remonter les cas d'usage dont ils ont besoin et qu'ils peuvent rencontrer dans leurs différents métiers. Donc c'est un groupe de travail qui a maintenant 1 an. On a revu cette organisation en termes de gouvernance. On a fait beaucoup d'acculturation, donc on retrouve le côté acculturation, et effectivement ça a été vraiment le premier challenge. C'était d'aller toucher vraiment l'ensemble des collaborateurs, ou en tout cas le maximum de collaborateurs. On a revu aussi des sujets d'architecture IT qui a été nécessaire. Parce que dans ce groupe de travail, au fait, on a bien sûr la data, on a l'innovation, et on a aussi des fonctions, la DSI qui est partie prenante bien entendu. On a travaillé aussi sur le parcours, on a un parcours Open Innovation qui est dédié au projet innovation, qu'on a dû aussi adapter. On a eu un parcours dédié à ces sujets justement, ces cas d'usage autour de l'IA et spécifiquement sur l'IA générative. Donc il y a eu pas mal de travaux au fait, et d'organisation, de structuration, avec une feuille de route à 4 ans pour passer de la construction et la structuration et l'expérimentation vers un sujet aussi d'anticipation de l'industrialisation, de l'intégration de l'IA générative. Merci. Anne, question évidemment qui intéresse, les challenges. Okay. Interne, externe, réglementation notamment, qu'on connaît tous un tout petit peu. Est-ce que tu peux nous en dire plus, comment ils ont été appréhendés? Alors, ça ressemble beaucoup à ce que font nos collègues. Donc, cette task force, c'est une task force plutôt tech qu'on a mis en place avec Aurélien Barthes, qui regroupe des fonctions DSI, data, innovation. On n'a pas les métiers dans la task force. On a les RH du point de vue de l'impact en fait de l'IA générative sur l'organisation, puisque il y a un impact énorme. Et les métiers en fait sont rencontrés par des membres de cette task force. Donc, un peu ce que vous avez fait, on a été chercher les cas d'usage directement par des représentants de la task force auprès des métiers. Et cette task force, on a inventé en fait une mission qui est déjà de monter en compétence sur un sujet que personne, qui était assez inconnu, monter en compétence, acculturer, partager une veille commune et surtout partager une méthode pour identifier, qualifier, prioriser des cas d'usage et puis consolider une vision pour le COMEX. Et ça, c'était important pour nous parce que se dire que comme la façon dont on priorisait des cas d'usage, qu'on parlait un langage commun entre une valeur qui était présentée pour un cas d'usage dans le soin ou dans l'assurance ou dans l'habitat, et que c'était une façon pour le COMEX de comparer en fait et d'avoir une approche homogène en fait et compréhensible de la trajectoire IAG pour l'ensemble du groupe. Merci. Siam, même question, les challenges auxquels vous avez dû faire face?
Alors les challenges, je dirais, il y en a eu beaucoup, mais si on veut ressortir vraiment ceux qui ont été marquants par rapport au déploiement de l'IA générative, bah, le premier c'est le sujet de la sécurité. On parlait tout à l'heure de sécurité parce que c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu, en tout cas il y a un vrai risque et enjeu du coup de répondre à cette contrainte-là. On a très vite mis en place au fait une sandbox pour qu'on puisse continuer à expérimenter rapidement, mais dans un environnement qui est sécurisé. Donc ça a été vraiment le premier challenge, c'est de pouvoir le faire. Donc on en dispose depuis 1 an là aussi, et ce qui a permis aussi de ne pas freiner au fait cette envie d'innover, de tester. Le deuxième challenge, je dirais, c'est tous les enjeux de réglementation, parce qu'on était dans le flou total. L'IA Act, donc là, maintenant, ça y est, c'est acté, justement, et c'est entré en vigueur, il a été publié cet été, donc on voit les échéances. Mais il y a ce flou réglementaire qu'il fallait aussi prendre en compte, donc avancer, investir dans cette nouvelle technologie, tout en ayant ce flux qu'il fallait aussi anticiper. Donc je parlais de ce groupe de travail autour de l'IA, dans le côté élargi avec des fonctions juridiques, etc., et métiers aussi. On a travaillé sur une matrice depuis 1 an qui a été finalisée, qui a donné lieu à un plan d'action, une matrice de risque, de pouvoir vraiment anticiper justement tous ces enjeux, tout en gardant un œil aussi sur l'évolution de la réglementation et d'un point de vue aussi conformité. Et le troisième, qui est là cette fois-ci plus lié à l'humain, et qui est tout à fait normal, c'est qu'on se retrouvait avec un fort engouement pour cette nouvelle technologie, ce qui est tout à fait normal. C'est vraiment la particularité, que ce n'est pas une hype, c'est vraiment un vrai besoin. Ceci étant, contrairement à d'autres technologies, on voit que c'est tiré aussi par l'usage personnel. Donc on se retrouvait face à des métiers, à des experts qui par ailleurs l'utilisent à titre personnel et ils ne comprenaient pas pourquoi on ne l'utilisait pas d'un point de vue professionnel. Donc il y a une accélération, un engouement vers cette technologie, mais qui, le travers qu'on peut avoir, c'est au final, on peut venir avec des problématiques, mais en général, en innovation, on arrive avec des irritants, des problématiques, à casser. Voilà, exactement. Et là, on arrivait déjà, on pouvait avoir au fait des métiers qui arrivaient déjà avec des solutions, c'est-à-dire de dire, moi j'ai envie d'utiliser de l'IA pour tel ou tel, alors qu'on n'a pas fait le pas de côté de dire, est-ce que c'est l'IA la réponse, ou est-ce que c'est peut-être autre chose, qui est beaucoup plus simple et pas forcément même pas de la tech. Donc il y a eu aussi ce challenge de sensibiliser, d'acculturer, mais aussi d'accompagner en termes de change et de dire on ne va pas faire de l'IA pour de l'IA, on va faire de l'IA quand ça fait sens et qu'on vraiment on étudie d'abord le problème et ensuite on voit est-ce que l'IA peut apporter une réponse. Merci. Groupe BPCE, petite question sur les challenges. Oui. Justement, on est passé sur une partie donc, des challenges, on a pu voir ça. Derrière, évidemment, vous avez pu comprendre et voir un petit peu ce qu'on pouvait ressortir de ça. Donc c'est quoi ce que tu aimerais partager avec nous en termes de best practice, en termes de recommandations, partager avec l'audience tout simplement? Oui, alors si on revient effectivement sur le sujet de l'acculturation, bon, je sais, on le répète, et probablement que ça a été répété beaucoup ce matin, mais il faut garder en tête que c'est l'humain au cœur de cette thématique de l'IA, pardon, et de l'IA pour l'assurance en particulier, pour plein de raisons qui sont notamment réglementaires. Et donc autour de cette acculturation, je pense qu'on a fait à peu près toutes et tous cette première phase qui a été de dire il faut commencer cette acculturer, expliquer. Je pense que certains d'entre nous ont plus ou moins poussé des formations autour du prompting. On évoquait tout à l'heure le sujet du référentiel de prompt, etc. etc. Il va falloir passer maintenant à la seconde étape qui est l'ancrage de cette culture, l'ancrage de la culture des usages avec deux parties. En fait, il y a l'usage au quotidien finalement de cette IA générative dans le quotidien de tous nos collaborateurs, que ce soit pour écrire des mails, faire des présentations, etc. Là, il faut ancrer ces usages-là pour vraiment avoir cette notion de culture complète de l'IA Gen. Et c'est encore autre chose, là, c'est de la proximité. Donc nous, on met en place des ambassadeurs dans toutes nos directions. Alors, dans les grandes directions, il y a plusieurs ambassadeurs, mais ça va de la direction juridique, la fonction actuarielle, évidemment, nos équipes de back-office. Il va y avoir un ambassadeur
autour de l'IA, l'IA Gen en particulier, dans les usages du quotidien, pour probablement les 2-3 ans à venir, avec cette logique d'être en proximité de chacun des collaborateurs, de s'assurer qu'il y a un rituel d'utilisation finalement de cette technologie et d'avoir les feedbacks qui vont nous permettre de nous adapter, parce qu'il y a un autre élément aussi, c'est que je pense qu'on a beaucoup théorisé, expérimenté des choses. Maintenant, on entre dans cette phase où on est dans l'usage de la vie réelle, enfin l'usage réel, la vie réelle de ces usages-là d'IA et d'IA Gen. Et maintenant, il faut qu'on se pose et qu'on se dise, bon, maintenant, la vraie vie autour de ces usages-là, on nous a expliqué plein de choses. La vraie vie, c'est quoi et comment on en tient compte et comment on adapte ces technologies-là aux usages pour, et on en revient à mon premier point, pour être utile aux humains, pour être utile à nos collaborateurs, à nos clients et à nos conseillers pour le groupe BPCE. Anne, au sein du groupe Vive, quelques recommandations, best practices à partager aussi avec l'audience? Alors, nous, les enjeux croissants autour de la data, de l'IA Gen, nous ont poussé à mettre en place deux initiatives, en particulier tirées par la MGEN et qui vont passer à l'échelle au niveau de l'ensemble du groupe. Le premier, c'est un lab IA qui a été mis en place par la MGEN pour explorer et puis ensuite industrialiser des projets ambitieux autour de l'IA générative, en particulier en lien avec nos actifs technologiques comme la plateforme Sense, qui nous permet de tester, de déployer des projets ambitieux dans un environnement souverain et sécurisé, ce qui est très important pour nous, puisqu'on a des données très sensibles en étant assureur santé. Donc c'est un enjeu qui est très important et c'est un lab qui va passer à l'échelle, qui est en train de passer à l'échelle au niveau de l'ensemble du groupe, donc de l'orga et de l'architecture technique, et deuxièmement de l'humain, on en a parlé. Et là aussi, MGEN a commencé à mettre en place une Data IA Academy qui, là aussi, va passer à l'échelle du groupe, avec des enjeux croissants de compétences. Là, c'est même au-delà de l'acculturation, c'est vraiment des compétences Data IA dans les directions SI et dans les directions métiers, pour parler à un langage commun et accélérer les projets. Et donc, c'est une belle promotion qui a été mise en place pour 1 an, avec pas mal de jours de montée en compétences des profils pour upskiller, reskiller un certain nombre de collaborateurs. Et donc là, c'est vraiment un enjeu très très important que le groupe en fait passe à l'échelle en termes d'humains sur un certain nombre de compétences data. Merci beaucoup. Frédéric, en tant que directeur IA et solutions IA et data, toi, tu as un métier qui est beaucoup plus cross-industrie, oui, pas uniquement finance, si je puis dire. Est-ce que ça résonne, ce qu'on vient de dire sur les best practices? Comment tu pourrais partager ça? Est-ce que tu vois ça dans d'autres? J'espère. Ça résonne évidemment. Non, merci pour ces retours. Et je confirme que ce que vous venez d'indiquer, notamment sur la gouvernance, sur la mise en place d'équipes hybrides, finalement, à la fois métier et technique, est quelque chose que l'on rencontre sur l'ensemble du marché et qui a énormément évolué ces dernières années avec l'avènement de l'IA générative. Il y a eu beaucoup d'engouement, je pense que tu en parlais tout à l'heure, c'est à la fois des avantages, une adoption massive très très rapide, et puis aussi des inconvénients. Il a fallu très très vite mettre en place des garde-fous, d'où l'intérêt d'avoir ces équipes hybrides justement pour gouverner cette IA. Après, ça a aussi des impacts d'un point de vue technologique. Nous, on a vu évoluer le marché, ça fait presque 2 ans qu'on parle d'IA générative. On a vu évoluer le marché, tout d'abord, qui s'est jeté sur des modèles grand public, on va dire, avec potentiellement des problématiques de sécurité. Assez rapidement, on est allé sur des modèles plus privés, plus sécurisés, qui sont maintenant de plus en plus déployés. Et ce que l'on observe aujourd'hui sur le marché, c'est un mouvement de cette comparaison de modèles vers un mouvement de plateforme IA, qui va être capable de gérer plusieurs modèles d'IA adaptés à plusieurs types de cas d'usage, et qui va permettre de les intégrer déjà dans un existant, tant un existant applicatif et donc d'usage vis-à-vis des utilisateurs, des différents métiers dont vous avez parlé, mais aussi un existant technologique, la data qui permet d'alimenter et de sécuriser finalement les résultats de ces IA génératives. C'est aussi des plateformes qui permettent de tester, de comparer ces modèles, de comparer l'usage, de comparer la pertinence des réponses. Et on voit le marché se déplacer de plus en plus là-dessus, autour donc de ces sujets de plateforme. Le dernier point, c'est peut-être l'aspect coût.
également, qui est ultra important. Et avec la maturité aujourd'hui du marché, on voit de plus en plus de comparatifs là-dessus. Et les plateformes permettent de gérer ce FinOps finalement autour de l'usage de l'IA, qui devient de plus en plus stratégique pour l'ensemble de ses utilisateurs en entreprise. Merci. Nofel, au sein du groupe BPCE Assurance Vie, est-ce que tu as, on parlait de cas d'usage, est-ce que tu en as un qui représenterait, enfin, parmi, hein, j'ai bien dit, Oui. un qui est assez révélateur de ce que vous faites? Qui est révélateur du choix qu'on a fait effectivement d'aller prendre des cas d'usage les plus pertinents et ceux qu'on peut rapidement mettre en œuvre et qui est, je considère, notre pépite et notre réussite de l'année 2024. Et je pense que ça parlera à beaucoup de monde. C'est le compte-rendu post-appel généré en live. Donc on l'a en production. Maintenant, on est en phase de ramp-up sur ce sujet. On a eu des démos. C'est incroyable. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Vous avez un appel avec un client en temps réel et vous avez le compte-rendu qui est généré en temps réel. En moins de 3 mois sur toute la phase d'expérimentation. On est à aujourd'hui, en termes de contenu, c'est 100% exact et c'est complété uniquement à hauteur de 40%. C'est-à-dire que le collaborateur regarde complètement le texte qui a été généré dans le compte-rendu et le complète éventuellement avec quelques éléments. C'est incroyable et c'est surtout incroyable parce que nos collaborateurs dans les centres d'appel nous disent « Non mais dites-nous juste ce qu'il faut faire pour ne pas revenir en arrière. Nous, on reviendra jamais en arrière. Vous nous avez présenté ça. » Donc c'est vraiment le sujet pour nous qui est emblématique et qui montre que c'est au service de l'humain. Il n'y a aucune crainte de nos collaborateurs qui nous disent finalement on va nous prendre notre job. Non, c'était quelque chose de pénible. C'est-à-dire que quand vous avez votre client en ligne, vous êtes là à prendre des notes et en même temps essayer de résoudre le problème du client en naviguant évidemment dans certaines applications pour essayer de comprendre. Ça, c'est terminé. Vous avez un compte rendu. Alors après, c'est pour ça que je parlais aussi de la réalité, c'est-à-dire par exemple, on s'est posé la question, est-ce qu'on fait un compte-rendu en mode texte libre, ce que font nos collaborateurs aujourd'hui, ou est-ce que puisqu'on a cette technologie, on fait du texte structuré? Donc on a fait ce choix-là, et c'est vraiment incroyable en termes de qualité. Vous avez la demande client, l'action du collaborateur, la conclusion. Vous avez ça en écriture. C'est bien structuré, et c'est surtout, après, dans les interactions que vous avez avec le client, vous avez une structure qui est homogène, standardisée, une qualité de rédaction qui est topissime. Alors, je suis très enthousiaste là pour le tout, parce que c'est vraiment pour nous la réussite de l'année, et c'est là-dessus qu'on veut évidemment capitaliser. Là, on est au service des collaborateurs, au service des clients. Et pour la suite, on va continuer évidemment sur tout ce qui est au niveau de notre back middle office, et on a sur 2025 des sujets sur lesquels aussi on pense qu'on peut faire énormément, amener énormément de valeur au tout ce qui est exploitation documentaire. Donc là, pour nos services juridiques, nos services conformité, pour tout ce qui est production réglementaire. Dans l'assurance vie, vous savez qu'on a des directions des investissements qui sont disproportionnés par rapport à des structures classiques. Donc on a notre direction des investissements aussi qui fait beaucoup de due deal. Donc là, exploiter l'IA-Gène, pour ça, on a des mines de gains ou d'apports de valeur. Et puis après, il y a tout ce qui est exploitation des écrits aussi, où on pense que l'IA-Gène va nous amener des choses. Et enfin, je voudrais juste dire quand même, je pense que tout le monde s'en rend compte, mais ce sujet d'IA-Gène, il a tellement démocratisé le sujet de la data et de l'IA que demain, quand je veux lancer, si je veux lancer demain un projet d'IA ou de data, en fait, c'est beaucoup plus facile. Et donc, on a aussi plein de projets d'IA et de data qu'on arrive démocratiser à ouvrir, à démocratiser, et notamment avec nos amis de Google. On a évidemment, nous, la plateforme GCP sur laquelle on va faire beaucoup de développement de data, mais aussi d'IA et d'IA-Gène demain. Siam, même question, un cas d'usage au sein de la Massif qui est emblématique ou à l'échelle ou autre? Oui, il y a un cas d'usage effectivement qu'on peut partager. C'est un cas d'usage qui a été développé en expérimentation pour un assistant développeur,
pour les équipes IT front et back pour les assister au fait dans la partie coding. Et c'est un cas d'usage qui est très très intéressant parce que, comme tu le disais, il y a vraiment une... déjà, la demande venait des développeurs et ça casse un petit peu le mythe de dire est-ce que l'IA demain va remplacer certaines fonctions. Et là, clairement, c'est un exemple type où on voit à quel point ça peut aider en termes d'assistance, en termes de gain de temps, de productivité, etc. Et donc, c'est un petit peu aussi un cas spécial parce que c'est des profils tech, donc forcément, ils ont déjà... ils sont prédisposés, ils ont de l'appétence déjà sur des sujets autour de l'intelligence artificielle, mais c'est un cas très très intéressant parce que non seulement il y a eu, alors on a mené un démonstrateur déjà sur 5 personnes à peu près, là on est en train d'expérimenter un peu plus largement sur une vingtaine de développeurs, et ce qui est intéressant, c'est au-delà de l'impact sur le gain de temps, la productivité et autres, c'est aussi, on voit qu'il y a une vraie fierté au fait de la part des développeurs, et même une forme d'attractivité par rapport à leur métier. Donc, ce qui est un cas très très intéressant. Merci. Fred, un cas d'usage à partager avec nous, quelque chose qui résonne aussi d'ailleurs. Oui, alors les cas d'usage, ils sont nombreux. Je pense que vous avez cité deux très bons exemples. Je pense qu'au-delà de ces cas d'usage, il y a des nouveautés technologiques, des avancées sur l'IA générative qui impactent énormément ces cas d'usage. Et tu en parlais, Nofel, autour de l'analyse d'un call, par exemple. Nous, ce qu'on voit, c'est de plus en plus d'utilisation des capacités multimodales de l'IA générative, la capacité de non seulement comprendre des prompts textuels, mais également à base de voix, à base d'images, pour analyser un call, pour analyser un document qui contient des schémas, qui contient des photos, et le tout dans le même contexte. Ça, c'est disruptif et c'est relativement récent. La deuxième nouveauté, entre guillemets, c'est la vitesse à laquelle l'IA générative répond. Elle est de plus en plus temps réel. Et donc ça aussi, c'est disruptif par rapport au cas d'usage que l'on voit. Et puis peut-être pour terminer, la priorité numéro 1 que l'on voit sur tous les marchés, c'est quand même le sujet de la confiance sur les résultats qui vont être donnés par l'IA générative. Et donc toutes les techniques qui permettent de sécuriser, entre guillemets, le résultat d'une IA générative, de vérifier qu'elle est la plus exacte possible. On sait qu'on est sur des technologies probabilistes, sont super importantes. Et donc ces capacités-là deviennent un vrai enjeu à être maîtrisé par les équipes qui déploient l'IA générative sur leur cas d'usage. Merci. Pour conclure, une dernière question à chacun en 1 minute. Comme ça, je précise un tout petit peu. Siam, on a parlé en effet de cas d'usage, de challenge. C'est quoi la prochaine étape? On n'a pas de boule de cristal, nous non plus, vous non plus, malheureusement certaines fois. Mais c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi à court et moyen terme? Le long terme, je ne pense pas, mais au sein de la Massif. Alors effectivement, on a des enjeux forts là pour les années à venir, et pour aujourd'hui déjà, mais encore qui vont s'inscrire un petit peu dans le moyen long terme. Le premier, je dirais, la montée en compétences. On a parlé d'accompagnement des collaborateurs, au-delà de les sensibiliser, les former, c'est vraiment accompagner aussi la montée en compétences par rapport à leur métier, par rapport à la spécificité de leur métier. Donc c'est un travail qu'on fait avec les RH, bien entendu, dans le cadre de la gestion prévisionnelle de l'emploi. Le deuxième enjeu pour demain, c'est toute la partie impact. On parle d'IA frugale pour peu qu'on soit sensible à son impact, et c'est le cas de la Massif, son impact notamment environnemental. C'est important aussi qu'on prenne en compte ce sujet-là. On sensibilise beaucoup les métiers aussi, parce que on n'a pas idée au fait que l'usage de ces technologies peut avoir un impact très très important d'un point de vue environnemental. Donc on est très très regardant sur le côté IA frugale dans les algorithmes, dans l'impact de manière générale. Et le troisième qui est très très important, c'est l'éthique. On a engagé des travaux avec nos politiques, nos administrateurs, sur c'est quoi le cadre pour un groupe mutualiste comme la Massif, quel est le cadre qu'on a envie de poser d'un point de vue éthique, et comment il va se décliner de manière opérationnelle pour que tous les cas d'usage, au fait, et qui sont en train d'accélérer, puissent respecter au fait ce cadre d'un point de vue valeur également. Nofel, même question, groupe BPCE. Oui, et en 1 minute. Et en 1 minute. Non, alors très, très rapidement, je pense que je ne vais pas, parce que quand on a préparé, j'ai dit on va parler de FinOps, etc. Bon, je pense que probablement que vous en avez déjà entendu parler aujourd'hui. Moi, il y a aussi un sujet qui est, c'est pour ça qu'il faut mettre en production des cas d'usage assez rapidement pour vous rendre compte quand même des sujets. C'est l'administration en fait de tout ça, là, de toute cette nouvelle technologie, et le positionnement par rapport à l'IT, parce qu'au bout du bout,
En fait, quand vous avez développé voilà, cette intelligence-là, ça devient un composant dans votre système d'information, sauf que c'est un composant qui n'a pas été développé par l'IT, ça a été développé par des data scientists, par des experts en IA. Et donc, quand ça ne fonctionne pas, on ne va pas se retourner vers l'IT. À la limite, bon, au niveau des tuyaux, et encore, même au niveau des tuyaux, des fois, ce n'est pas forcément que l'IT. Donc, il y a une vraie interrogation à avoir, ou une réflexion autour, finalement, de cette articulation, ce que j'appelle, moi, chez nous, voilà, l'intelligence de la donnée, en fait, tous ces composants intelligents versus les composants développés, alors non pas qu'ils ne soient pas intelligents, mais... et donc, en fait, comment on articule demain cette IA, ces composants d'IA générative, multimodal, pas multimodal, avec notre système d'information, et en sachant que certaines fois, ces composants vont remplacer en fait des composants informatiques classiques, et je pense que là, on en est au tout début des réflexions sur ce sujet-là. Ça tirera des sujets évidemment FinOps, DevOps, enfin tout ça, et je pense qu'il faut, en tout cas, vu que ça va se déployer beaucoup, en tout cas on l'espère, moi c'est mon souhait, ça va pas mal se déployer dans l'entreprise, donc il y a un sujet de l'articulation avec le système d'information, et puis de l'administration en fait, par nos équipes métiers, comment finalement on administre ces outils-là, comment on les met à jour, comment on les fait évoluer. Ça aujourd'hui, on n'en est qu'au début, et c'est pour ça, encore une fois, et je termine là-dessus, il faut mettre en production assez rapidement des cas d'usage et puis les administrer. Fred, rapidement, c'est quoi le... D'accord. Allez, une seconde, pardon. Pour terminer, donc, on l'a déjà dit, on pense qu'on en est à un enjeu de plateforme aujourd'hui. Une plateforme qui est capable de gérer plusieurs modèles qui correspondront aux différents cas d'usage que vous pouvez avoir. Et on voit le marché maturer avec des clients aujourd'hui qui switchent déjà de leur expérimentation générale d'un modèle ou d'une catégorie de modèle pour un autre, pour des sujets de frugalité, comme tu le disais, de sujets de FinOps, également des sujets de performance. Donc on en est à ce moment-là du marché, et c'est super intéressant. Anne ? Alors nous, on va vers un temps 2 plus structuré, autour d'un pilotage de projet où il y a des potentielles mutualisations entre nos maisons. Et donc ça, c'est hyper intéressant pour nous, que ce soit de la mutualisation méthodologique ou technologique. On va également commencer vraiment à monter à l'échelle sur les enjeux d'éthique, parce que nous aussi, groupe mutualiste, c'est des enjeux qui sont très importants pour nous, qui intéressent les politiques. Je pense qu'on a à peu près les mêmes élus, en tout cas la même fibre. Les enjeux d'impact, donc structurer vraiment une approche avec des éco-scores, une réflexion aussi sur les modèles, donc très important, et puis mettre en place toute une organisation pour passer à l'échelle ce sujet, que ce soit en termes d'architecture, tu parlais de tuyaux, donc très important dès le début de penser architecture, et voilà, et puis évidemment réglementaire, conformité, risque, et la data au cœur. Le classique de l'assurance. Voilà, parce que sans data, de toute façon, il n'y a pas d'IA générative, donc voilà, se mettre d'équerre sur toutes ces organisations. Merci beaucoup en tout cas, merci à tous les quatre. Merci. Très bonne journée, merci.